Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse sur l'intersaison des Brooklyn Nets. Les Nets qui ont évidemment occupé pas mal de l'espace médiatique durant cet été 2019 en réalisant un double chaos avec une double acquisition qui s'est fait très vite. La Free Agency avait à peine commencé. D'ailleurs, la NBA a mené une enquête là-dessus, mais la Free Agency avait à peine commencé que, coup sur coup, on a appris que Kyrie Irving et Kevin Durant, deux des free agents les plus convoités de l'été 2019, prenaient la direction de Brooklyn, prenaient la direction de New York pour rejoindre cette jeune équipe des Nets qui était au milieu d'un process, au milieu d'une reconstruction qui commençait à prendre forme. Alors, est-ce qu'avec cette double arrivée, les Nets peuvent franchir un palier, peuvent devenir un contender ? Que peut-on attendre de cette équipe? C'est ce qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va se baser sur le maximum de faits, sur le maximum de factuels, sur des stats avancées, et on va faire les comparaisons entre les partants et les arrivants. On va bien sûr passer en revue un petit peu cette équipe des Nets, et on va essayer de comprendre en quoi les arrivées renforcent ou non l'équipe, en quoi les faiblesses peuvent être gommées, pour dresser un bilan général à l'issue. Alors on va commencer par le diagnostic, parce que il n'y a rien de plus important que de comprendre et que de savoir ce dont une équipe a besoin pour passer un cap, parce que c'est très bien de recruter Kyrie Irving, mais si l'équipe était déjà magnifique en attaque, magnifique sur le poste de meneur et qu'elle était plutôt en recherche de défense et de rebond, c'était peut-être pas Kyrie Irving qu'il fallait recruter. Vous comprenez la logique, c'était un exemple. Mais voilà pourquoi il est toujours important de faire un diagnostic pour comprendre un petit peu les rapports de force. Alors les Nets, pour faire très simple, c'est l'équipe moyenne par excellence, c'est monsieur milieu, cette équipe des Nets. C'est en gros, on fait tout moyennement. On est moyen partout, 19e attaque de la NBA la saison passée, 15e. Défense, on était 15e au rebond, on retrouve cette équipe du milieu, 18e en création de passes décisives, 25e en perte de balle. Il y avait une petite problématique de perte de balle du côté des Nets, on vendangé beaucoup de passes, erreur de jeunesse, vous me direz, dans ce roster parmi les plus jeunes, le plus jeune de toute la NBA. Quand on regarde la shooting chart, donc les tirs pris par les joueurs des Nets, on remarque que dans la raquette, il y a beaucoup de bleu. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de maladresse, et effectivement quand on va regarder ça de près, on se rend compte que pour les paniers tentés à 2-3 mètres du cercle, donc les paniers tentés ici, les Nets ont le 26e pourcentage de la NBA, donc très grosse maladresse près du cercle. Et puis à contrario, on a une équipe qui tirait beaucoup à 3 points, 4e fréquence de la NBA derrière les Rockets, derrière les Milwaukee Bucks, avec la 14e adresse. Donc on retrouve dans le jeu des Nets cette tendance de la NBA moderne, avec un jeu qui est binarisé, avec d'un côté une recherche de panier en dessous à haut pourcentage et l'utilisation du tir à 3 points pour les points majorés qu'il rapporte. Et finalement, même sans une adresse exceptionnelle à 3 points, dans une démarche en volume, on arrive à trouver de l'efficacité. C'est ce que les Nets ont fait la saison passée. Alors, la problématique des paniers tentés tout près du cercle, c'est que la moyenne NBA est à peu près à 56% quand vous êtes comme ça sur les tirs à 2-3 mètres du panier. Et quand on regarde finalement les joueurs des Nets qui ont tenté le plus la saison passée, on retrouve un Levert qui pourtant est un arrière mais qui attaquait beaucoup le cercle à 52%. On retrouve un Rondé Hollis Jefferson qui a fait une saison catastrophique en termes d'efficacité en attaque, qui était à 46%, il en était 6 par match, accident industriel. On retrouve le All-Star Russell qui était à 50%. On retrouve beaucoup de joueurs en fait qui tentaient beaucoup de paniers tout près du cercle en maladresse dans ce roster des Nets. Donc ça, c'est quelque chose à suivre si cette équipe de Brooklyn veut aller chercher de l'efficacité. Si on regarde les play types, la répartition des composantes de l'attaque des Nets, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur le pick and roll et sur l'isolation, on a une équipe des Nets qui s'en sortait très bien. Pick and roll avec d'un côté le porteur de balle qui allait trouver de l'efficacité. On était classé 10e, même si c'est toujours des séquences, gardez ça en tête, qui sont assez peu rémunératrices. C'est bien d'être dans l'élite de la NBA sur le pick and roll, c'est bien d'être dans l'élite de la NBA sur l'isolation, mais regardez, ça vous rapporte moins de 1 point par possession. Donc ce ne sont pas des séquences ultra rémunératrices en attaque. Et puis pick and roll,
côté porteur de balle, hein, parce que pick and roll côté poseur de l'écran, on a une efficacité qui est en deçà de la moyenne. On retrouve ces Nets qui ont du mal à marquer tout près du cercle. Quand le poseur de l'écran ouvre au panier, et puis à contrario sur les spot-up, sur les tirs de champ et sur la transition, donc sur le jeu rapide en contre-attaque, on a une efficacité qui est absolument catastrophique. Et les spot-up, je vous dis tir de champ, mais imaginez que vous êtes un joueur, vous récupérez une passe d'un coéquipier, vous faites une petite feinte, vous effacez votre défenseur, vous allez attaquer en dribble et vous tentez un lay-up. Dans la classification des play types, c'est considéré comme un spot-up. C'est pas forcément un tir à mi-distance ou un tir à 3 points. N'oubliez pas que petite feinte, départ en dribble, c'est considéré comme un spot-up. Le logiciel de capture, si vous voulez, des play types ne va pas considérer que c'est une isolation, ne va pas considérer que c'est un off-screen, un hand-off à juste titre. Ça, c'est un spot-up. Donc, ça peut être à la fois la maladresse sur les tirs extérieurs et la maladresse sur les tentatives d'aller attaquer le cercle. Donc, en tout cas, retenez ça, spot-up et transition, et notamment la transition parce que les Nets sont une défense moyenne, donc ils arrivent à forcer des tirs compliqués, ils arrivent à forcer des pertes de balles, c'est pas converti en panier facile derrière en contre-attaque, et ça c'est toujours un problème parce qu'une bonne défense doit mathématiquement vous amener une bonne attaque. C'était pas le cas évidemment du côté des Nets. Et quand on regarde les spot-up, on a une moyenne NBA qui est à peu près à 1,02 points par possession, c'est un petit peu moins que ça, et c'est pareil, on retrouve dans les spot-up des joueurs qui avaient un rendement, je pense à Kurucs, je pense à Crabbe, je pense une nouvelle fois à Hollis Jefferson, à Levert, tous ces joueurs-là sur les séquences en spot-up ont eu un rendement qui est somme toute relativement moyen, qui a tiré un petit peu l'équipe vers le bas. Et puis dans la même lignée sur la transition, sur le jeu rapide en contre-attaque, et ben là c'est l'accident industriel, hein, c'est la pire équipe de la NBA. On a un D'Angelo Russell qui est en indice 17, ça veut dire qu'il est plus mauvais dans le jeu en transition que 83% des autres joueurs de la NBA. C'est la catastrophe, notamment parce qu'il y a 26% de perte de balles. On retrouve, comme Ben Simmons, un D'Angelo Russell qui, dès qu'il monte la balle en transition, une fois sur 4 la vendange. Donc ça, c'est juste pas possible. Et puis, on retrouve une nouvelle fois des Kurucs, des Hollis Jefferson, des Carroll qui ont du mal à sanctionner sur du jeu rapide. Et ça, évidemment que c'est dommage. C'est des paniers faciles qui sont gâchés quand vous savez que la moyenne NBA elle est à 1,09 et vous avez un Russell qui est le joueur qui a fait le plus de transitions pour les Nets la saison passée, qui est à 0,92, et vous comprenez effectivement pourquoi ça s'est pas bien passé du tout. Et chose intéressante qui a entre guillemets sauvé les Nets, en tout cas qui leur a permis d'accrocher les playoffs, parce que 19e attaque, 15e défense, vous n'êtes pas forcément dans le top 16 qui vous permet, ou en tout cas dans le top 8 de votre conférence qui vous permet d'aller accrocher les playoffs. Les Nets en sont sortis parce que ça a été la saison passée l'une des meilleures équipes de la NBA pour ce qui est de finir bien les fins de match serrés. Vous voyez que dans les matchs à une possession à 3 minutes de la fin, les Nets ont eu un bilan de 18 victoires pour 13 défaites, l'un des meilleurs bilans de la NBA. Donc on a eu cette capacité d'aller gagner des matchs serrés qui a permis à Brooklyn de faire la petite différence qui permet d'accrocher les playoffs. 18-13, c'est vraiment un très très bon bilan. Vous voyez que vous faites partie de l'élite de la NBA avec ce bilan-là. Et c'est peut-être en lien de cause à effet avec la capacité des Nets à très bien exécuter sur les ATO. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur les After Time Out, ces séquences qui sont dessinées par le coach en sortie de temps mort. Et bien les Nets, sur ces séquences-là, alors que l'équipe était loin d'être la meilleure attaque de la NBA, et bien ils ont la 7e efficacité de la NBA sur les ATO. Donc du côté des Nets, coach Atkinson a fait du super boulot sur les sorties de temps mort. Si on se focalise maintenant un petit peu sur la défense, sur ce que ces Nets ont fait la saison passée en défense, eh bien, on retrouve ces Nets
en ascenseur émotionnel, capable de faire des choses très très bien et d'autres d'une manière absolument catastrophique. Ben, on retrouve complètement ça dans leur façon de défendre, puisqu'on a une équipe des Nets qui est absolument nullissime dans la défense du pick and roll porteur de balle. C'est la catastrophe. Et à contrario, sur la contestation des tirs de champ, des spot-up, ben, on est la meilleure défense de la NBA. Et effectivement, cette défense du pick and roll catastrophique, eh bien, on retrouve la ligne arrière des Nets avec Russell, Dinwiddie, Levert, avec Napier, avec Harris, qui a eu énormément de mal à contenir les meneurs adverses sur les séquences de pick and roll. J'ai regardé beaucoup de séquences pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui allait pas dans cette défense des Nets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on avait les défenseurs des Nets, donc les Russell, les Dinwiddie, qui faisaient le choix tactique imposé par le coach ou en lecture de la défense, qui faisaient le choix de passer sous les écrans. Et dans une NBA moderne qui utilise beaucoup le tir à 3 points, eh bien c'était s'exposer à plein de solutions où on a un porteur de balle qui peut sanctionner à 3 points, et les Nets ont été punis là-dessus. Et puis surtout, eh bien, on n'a pas d'accompagnement, on n'a pas de shadowing, où on n'a pas d'aide dès lors que le meneur est battu sur le pick and roll, le meneur défenseur est battu, on n'a pas d'aide d'un coéquipier qui pourrait venir contester, qui pourrait venir s'interposer, et qui pourrait dissuader le tir ou dissuader le drive. Ça, les Nets le faisaient très mal. Très souvent, le défenseur du poseur de l'écran restait dans la raquette, ne faisait pas l'effort d'accompagner et de sortir, ce qui permettait au meneur porteur de balle de déborder, de prendre de la vitesse et de finir fort, ou bien de déborder, de faire une petite élévation, ou alors de resservir sur du pick and pop, et ils étaient sanctionnés comme ça. Donc il y avait une vraie problématique de défense du pick and roll, avec d'un côté des défenseurs, je pense notamment à D'Angelo Russell ou à Dinwiddie, qui étaient vraiment pas assez impliqués, pas assez en mobilité latérale, pas assez en contestation, qui se laissaient un petit peu trop facilement déborder. Et puis on a un schéma tactique défensif des Nets qui ne les aidait pas, puisqu'il n'y avait aucune aide dès lors qu'ils étaient battus sur le premier écran. Donc ça, vraie problématique qu'il va falloir corriger pour la saison prochaine si les Nets ont des ambitions. Et puis au-delà de ça, on l'a vu, la contestation des tirs à 3 points était vraiment très bonne, et la défense des tirs dès lors qu'ils étaient tout près du cercle, merci Jarrett Allen, était aussi relativement correcte. On était 13e sur la contestation des tirs tentés tout près du cercle. Et puis, si on analyse poste par poste, finalement, les différentes oppositions par rapport aux adversaires directs, eh bien, on remarque que la ligne arrière des Nets, d'une manière générale, faisait beaucoup mieux que les adversaires. Donc, on était déjà relativement fort sur le backcourt, avec évidemment un Russell All-Star, avec un Dinwiddie qui a fait du bon boulot, avec un Joe Harris, meilleur pourcentage à 3 points de la NBA. Et à contrario, c'est sur le front court où on a très souvent été en errance. Dès que Jarrett Allen n'était plus sur le terrain, on avait un adversaire qui s'éclatait complètement sur le poste de pivot. Les Nets ont très souvent joué en small ball, voire en ultra small ball, avec un Dudley qui se retrouvait à devoir jouer pivot sur certaines séquences, ce qui évidemment leur a coûté des capacités à contester des tirs en dessous, on l'a vu, à prendre des rebonds, on l'a vu, et effectivement à faire la différence par rapport aux intérieurs adverses. Pour résumer, on a vu que cette équipe des Nets, en attaquant la Free Agency 2019, avait les besoins suivants. Finir fort près du cercle, soit sur jeu placé, avec des drives ou avec des intérieurs qui vont chercher des points au pourcentage en dessous, soit en transition, où le jeu en contre-attaque est catastrophique. On a besoin d'adresse à 3 points parce qu'on est une équipe qui tire beaucoup à 3 points. Donc en volume sur le tir à 3 points, le moindre gain de 1 à 1,5 point de pourcentage permettrait à cette attaque de franchir un palier. Et puis on a besoin du côté défensif d'une vraie capacité à défendre le pick and roll et une capacité à arracher des rebonds défensifs. On retrouve une nouvelle fois la dualité Nets, avec des Nets qui, la saison passée, étaient relativement bons en rebond offensif, merci Jarrett Allen, merci Ed Davis, mais qui d'un autre côté étaient très mauvais en rebond défensif. Intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, aux recrues. On va voir effectivement dans quelle mesure les arrivants
remplace les partants et on va essayer de voir en quoi les nouveaux arrivants peuvent apporter plus ou peut-être un petit peu moins que ceux qui sont en partance. Alors c'est toujours un exercice délicat parce qu'il va falloir comparer l'apport et la contribution de joueurs qui n'ont pas forcément le même profil, qui vont évidemment pas forcément jouer le même nombre de minutes, mais on va essayer de faire ce travail de projection pour essayer de s'imaginer ce à quoi vont pouvoir ressembler ces Nets 2019-2020. Alors il y a eu pas mal de nouvelles recrues, on a été très actifs du côté des Nets, et au-delà des deux superstars, on y reviendra plus tard, mais j'ai trouvé que les acquisitions de joueurs secondaires entre guillemets, en tout cas de role-players, de joueurs de complément, ces acquisitions-là avaient été intelligentes, elles avaient été vraiment faites en intelligence. On a, si vous me permettez l'expression, bouché les trous de la bonne façon du côté des Nets. C'est ce qu'on va développer dans cette vidéo, et c'est d'autant plus intéressant que les Nets n'ont pas eu trop à sacrifier leur noyau dur de jeunes joueurs, ou un petit peu moins jeunes, mais le noyau dur du process Nets est globalement resté intact. Il y a D'Angelo Russell qui est lâché, mais il y a Kyrie Irving qui arrive dans l'autre sens, donc il y a une cohérence à cette non-conservation. Et puis il y a Rondé Hollis Jefferson qui est lui aussi lâché, mais on y reviendra plus tard, lui qui sortait d'une saison absolument catastrophique, en tout cas du côté offensif. Donc on n'a pas, entre guillemets, fait une Lakers où certes on récupère des super joueurs, mais en sacrifiant tout notre noyau dur de jeunes, là on arrive à garder un noyau dur. En plus, ça, c'est des éléments éventuellement du 5 majeur que vous conservez. Donc il y a toujours cette petite base qui est laissée intacte et qui peut effectivement continuer à contribuer sur la saison suivante. Il y a encore des bases solides du côté de cette équipe des Nets. Alors, commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Un Kyrie Irving qui arrive donc en remplacement de D'Angelo Russell. Alors, si vous lâchez ce fait à la vindicte populaire, elle vous répondra que les Nets, évidemment qu'ils se sont renforcés sur le poste de meneur et que Kyrie Irving est bien meilleur que D'Angelo Russell. Alors, moi j'aime bien J'aime bien vérifier, même si ça paraît évident, j'aime bien vérifier. J'aime bien avoir du factuel pour effectivement avoir des éléments concrets qui vont me permettre de me dire oui, c'est vrai, Kyrie Irving va apporter beaucoup plus qu'un D'Angelo Russell. Alors si on regarde ces stats avancées, j'aime bien toujours utiliser ces trois stats-là, le PER, le pourcentage au tir réel et le box plus-minus, parce que je trouve que en un clin d'œil, même si c'est réducteur, en un clin d'œil, ce sont des stats qui vous donnent des éléments de comparaison assez pertinents. Ça ne veut pas tout dire, évidemment, mais ça va être beaucoup plus pertinent que de regarder les points marqués et le pourcentage de base. On a un Kyrie Irving qui a un 24 de PER, donc une productivité sur le terrain qui est supérieure à celle de D'Angelo Russell, notamment parce qu'on a un meilleur pourcentage au tir, 59% au tir réel côté Kyrie Irving, une très belle adresse, là où D'Angelo Russell, certes il marquait des points, mais à 53% au tir réel, c'est un pourcentage assez faible en fait. Quand vous êtes un bon tireur à 3 points, que vous tentez des lancers francs à un bon pourcentage, vous devez être à plus que ça. 53, c'est relativement faible. Et puis le box plus minus, c'est une stat avancée d'impact. Donc impact en attaque, impact en défense. Je vous rappelle que si vous êtes à 0, c'est normalisé et c'est systématiquement remis à 0 si vous voulez de saison en saison. Donc par rapport à un joueur moyen qui aurait 0, on a un Kyrie Irving qui a 6,4, on a un D'Angelo Russell qui a 3,4. C'est très intéressant cet exemple parce que le box plus minus, globalement, si vous êtes à plus 3, vous êtes un joueur calibre All-Star. Vous êtes à 0, vous êtes un joueur moyen. Vous êtes un titulaire standard dans la NBA. Vous êtes à plus 1, vous commencez à être un bon titulaire. Vous êtes à plus 3, vous êtes un All-Star. Et en gros, vous êtes à plus 6, vous êtes un All-NBA. Donc imaginez les joueurs qui sont à plus 8, plus 9, plus 10, à quel point ils peuvent contribuer au succès de leur équipe. Et puis à contrario, vous êtes à moins 1, moins 2, vous arrêtez un remplaçant lambda dans la NBA. Et puis dès que vous tombez à des moins 3, des moins 4... on commence à se poser la question de pourquoi on vous donne du temps de jeu. Voilà en gros pour résumer. Donc déjà, coup d'œil rapide aux stats avancées, oui,
évidemment, là on voit qu'avec Kyrie Irving, on vient chercher de l'efficacité, on vient chercher de l'impact. Si on regarde les play types, si on regarde la répartition des composantes d'attaque, eh bien, on trouve un Kyrie Irving qui sur le pick and roll porteur de balle apporte plus d'efficacité qu'un D'Angelo Russell. On retrouve un Kyrie Irving qui sur la transition, le jeu rapide en contre-attaque, apporte du 1,13 points par possession, apporte du good, apporte du bon. Là où je vous rappelle que D'Angelo Russell, c'était la catastrophe, c'était le cataclysme. Donc on a un Irving qui va monter la balle rapidement en contre-attaque et qui va pouvoir en faire quelque chose, ce que Russell n'arrivait pas à faire. Et puis on retrouve un Kyrie Irving qui aime l'isolation, le roi de l'isolation, ce que Russell faisait aussi relativement souvent, mais avec évidemment moins d'efficacité. Et puis on retrouve le Kyrie Irving, et il ne le fait pas assez à mon goût, et pourtant j'étais convaincu qu'en arrivant au Celtics ça serait le cas. Un Kyrie Irving qui sur les spot-up, sur les catch and shoot, sur les séquences où il n'a pas été au début de la séquence porteur de balle, où le ballon est revenu à lui, où il a sanctionné, où il est très bon. Là où Russell était aussi très bon, Russell avait un très bon pourcentage au catch and shoot à 3 points, ce qui est aussi le cas de Kyrie Irving. Au global, un Irving 1,05 points par possession en attaque, là où Russell était évidemment bien moins efficace. On retrouve ce que je vous disais là sur les catch and shoot, regardez, on retrouve un 58% Russell catch and shoot, un 64% côté Irving. On retrouve un Irving qui apporte du 56% au tir quand je vais attaquer fort au cercle, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Russell. Donc en attaque, il n'y a pas photo, c'est une évidence. Énorme gain d'efficacité, de productivité, de rendement avec l'arrivée de Kyrie Irving. Un Kyrie Irving en plus qui génère à peu près le même nombre de passes décisives, qui perd moins de ballons, donc on a aussi de l'efficacité dans la distribution pour les coéquipiers. Et puis à contrario du côté défensif, eh bien, on a un défenseur moyen, pour faire simple, D'Angelo Russell, qui est remplacé par un défenseur moyen, pour faire très simple, Kyrie Irving. Et quand vous allez regarder ces stats, vous allez me dire « Oh mais attends Blight, attends !» Et tu es en train de nous dire que c'est un défenseur moyen, mais regarde Blight, Kyrie Irving, défenseur, pick and roll, porteur de balle, indice 95 sur 100, classé excellent dans la NBA. Donc les Nets, tu nous as dit qu'ils ont besoin de défense sur le pick and roll, avec Kyrie Irving, ils l'ont. Donc c'est encore un upgrade par rapport à D'Angelo Russell. Et c'est là où une nouvelle fois je vous mets en alerte sur les stats défensives, parce que c'est toujours piège et ça peut toujours être trompeur. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais si vous êtes un nouveau sur la chaîne ou si vous ne l'aviez pas bien intégré, je vous le réexplique. On ne défend jamais tout seul dans le basket. On peut attaquer tout seul. Vous pouvez faire une isolation, les mecs, laissez-moi le côté gauche du terrain, tout le monde à droite, et je me crée mon panier tout seul. En défense, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous dire, les mecs, poussez-vous tout le monde à droite, je défends tout le monde. Ça n'est pas possible, il y a toujours une contribution de coéquipier qui fait que votre séquence défensive, elle va être bonne ou elle va être mauvaise. Et là, le trompe-l'œil, c'est de dire que Kyrie Irving, en fait, c'est un excellent défenseur du pick and roll. J'ai suffisamment vu les Celtics jouer pour vous dire que ça n'est pas vrai. C'est toujours pour ça que sur les stats de défense, il faut en consulter plusieurs pour avoir un aperçu réel de la situation. Et c'est là aussi où le eye test, c'est-à-dire la vue des matchs, arrive en complément des stats avancées. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, les stats permettent de confirmer ou d'infirmer ce que vous voyez à l'œil nu. Parce que quand vous regardez effectivement Kyrie Irving défendre le pick and roll du côté des Celtics la saison passée, vous vous rendez compte que dans, à peu près 40% du temps, on a un Kyrie Irving qui passe au-dessus de l'écran. Et dans ces séquences où il passe au-dessus de l'écran, il a été très bon en défense. Mais pourquoi il a été très bon en défense, ou en tout cas pourquoi le système le classe comme un très bon défenseur? Parce qu'il a bénéficié d'une aide d'un coéquipier des Celtics, parce que les Celtics dans la défense du pick and roll font un espèce de shadowing. C'est-à-dire que Kyrie Irving il passe au-dessus de l'écran, il est battu, il se retrouve derrière le défenseur, et la séquence ne capote pas défensivement parce qu'on a un Al Harrington, parce qu'on a un Aaron Baines, parce qu'on a un Daniel Theis qui vient s'interposer, qui vient jaillir et qui vient dissuader le tir à mi-distance en sortie d'écran, ou qui vient dissuader le drive en montant. Et vous avez un Al Harrington, un Al Horford, pardon, ou un Baines qui
avait une belle mobilité latérale pour rester en face, contester et gêner le tir, alors que Kyrie Irving était complètement battu. Et en fait, le système de classement des play types attribue ses défenses à Kyrie Irving, mais en fait, elles sont à mettre au crédit de la structure défensive collective de cette équipe des Celtics. Et là, c'est un trompe-l'œil. Et là, c'est un trompe-l'œil parce qu'en fait, Kyrie Irving, il fait ce que tactiquement le coach lui demande. Je passe au-dessus de l'écran, mais je suis battu, et c'est le coéquipier en rétablissement qui vient sauver la séquence. C'est le collectif qui fait en sorte que les séquences défensives étaient très bien défendues, et les Celtics, je crois, c'était 3e meilleure défense la saison passée du pick and roll, et ça n'est pas lié à Kyrie Irving. Kyrie Irving est un maillon de la chaîne, mais vous remplacez ce maillon par n'importe quel autre défenseur, et vous aviez quelque chose qui était tout aussi efficace. Donc c'est un trompe-l'œil, attention. Donc partons du principe que Russell défenseur moyen, Kyrie Irving défenseur moyen, il n'y a pas d'upgrade sur la défense. Autre chassé-croisé du côté des Brooklyn Nets entre deux sosies. Entre deux sosies et deux joueurs qui ont un peu le même profil, en fait, c'est assez intéressant. Donc DeMarre Carroll, qui est autant en fin de contrat, il n'a pas été gardé par les Nets. De mémoire, il signe aux Spurs, et des Nets qui récupèrent, et ça pour moi c'est une magnifique acquisition, c'est un super mouvement, qui récupère un Taurean Prince qui avait fait du très bon boulot du côté des Hawks, qui est récupéré dans un mouvement de déstockage de contrat toxique avec un Allen Crabbe qui est envoyé à Atlanta, et ça peut être vraiment très 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 intéressant. Parce que les deux joueurs ont un petit peu le même profil, si ce n'est qu'un Taurean Prince arrive avec une meilleure adresse sur le catch and shoot, notamment à 3 points. Et ça peut beaucoup intéresser les Brooklyn Nets, qui, avec Kyrie Irving, qui avec Kevin Durant, qui vont jouer du 1 contre 1, qui vont jouer du pick and roll, qui vont jouer de l'isolation, qui vont fixer la défense, eh bien on a besoin de joueurs qui peuvent étirer, on a besoin de joueurs qui peuvent exister sans ballon à l'opposé, vers qui les Irving et les Durant vont renverser et qui vont pouvoir sanctionner à 3 points. Et là, un Taurean Prince, il est vraiment super intéressant. C'est ce que vous voyez ici sur les spot-up, sur les tirs de champ. Il est classé excellent. Là où Carroll était pas mal, était classé dans la moyenne de la NBA. Et puis, au-delà de ça, on retrouve deux joueurs qui sont pas top en transition. Les Nets auraient peut-être aimé un Taurean Prince capable de sanctionner un petit peu plus efficacement en transition. Au-delà de ça, on a quand même un joueur qui peut se débrouiller sur l'isolation, qui peut se débrouiller en sortie d'écran, en off-screen, sur des backdoors, sur des hand-off. Donc on a vraiment un joueur dans cette arrivée de Taurean Prince qui est capable de jouer sans ballon. Et quand vous avez des joueurs ball dominant comme Kyrie Irving et Kevin Durant, eh bien ce type de joueur qui peut jouer sans ballon et être efficace sans ballon, c'est du pain béni. C'est exactement la complémentarité que vous pouvez optimiser au maximum. Et puis Taurean Prince, c'est 43% à 3 points de réussite sur le catch and shoot. Il en tentait 3 ou 4 par match la saison passée. Donc ça, c'est le jackpot. C'est le jackpot parce que le défenseur qui défend sur Taurean Prince, il va y réfléchir à 2 fois avant de lâcher son joueur pour venir aider sur Irving ou Durant. Donc là, jackpot, tactique, cohérence totale. Et puis, si on s'intéresse à la défense, eh bien, on retrouve un Taurean Prince capable de très très bien défendre sur les tirs de champ. Donc ce que les Nets faisaient bien, Prince ne va pas le dégrader. Et puis, on a un joueur qui, dans la défense du pick and roll, que ce soit sur le porteur de balle ou sur le joueur qui monte et qui vient poser l'écran sur un porteur de balle, s'en sortait très très bien en défense. Donc on a l'archétype de ce qu'on appelle le 3&D, c'est-à-dire le joueur qui peut tirer à 3 points et qui peut défendre, le role player par excellence qu'une équipe comme les Nets ou que n'importe quelle équipe NBA qui a un peu d'ambition rêverait d'avoir. Donc très clairement Taurean Prince versus DeMarre Carroll, upgrade pour les Brooklyn Nets, que ce soit du côté offensif ou du côté défensif. Troisième chassé-croisé, c'est pas les juilletistes qui croisent les Alousiens sur l'autoroute des vacances, c'est Allen Crabbe qui croise Garrett Temple. Garrett Temple recruté, lui qui a fait un passage aux Grizzlies ou Clippers la saison passée. Deux joueurs effectivement qui avaient des contributions un petit peu similaires la saison passée. On n'était clairement pas dans de l'efficacité en attaque. Un Temple qui était quand même un petit peu plus impactant, notamment
par une capacité à être plus présent en défense que ne l'était un Allen Crabbe. Allen Crabbe payé 19 millions de dollars la saison, je vous le rappelle, l'un des contrats les plus invraisemblables de la NBA. Payer une somme colossale pour sanctionner à 3 points, parce que c'est à la base comme ça qu'il s'est construit une carrière en NBA, et la réussite finalement n'était pas tout à fait au rendez-vous, donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué avec Garrett Temple. On retrouve un joueur qui sera pas vraiment le joker de l'année pour sanctionner en attaque sur les spot-up, ce que finalement Allen Crabbe ne faisait pas non plus particulièrement bien la saison passée. On a quand même un joueur qui peut apporter de l'efficacité sur la transition, et ça, les Nets en ont besoin, ce que Allen faisait aussi un petit peu la saison passée, et puis un petit peu de séquence en pick and roll porteur de balle, mais on retrouve des niveaux d'efficacité en attaque relativement identiques, deux joueurs qui en gros sur le catch and shoot arrivent avec la même efficacité. Toujours intéressant de regarder le catch and shoot sur ces joueurs là, parce que le ballon va être dans les mains de Kyrie Irving, de Dinwiddie, de Kevin Durant, donc il faut des joueurs qui peuvent exister sur des renversements, et on est dans la continuité à ce niveau là, si ce n'est qu'un Temple, et on le retrouve dans les séquences de transition, peut finir avec beaucoup plus de réussite en force près du cercle, ce que Allen Crabbe ne faisait pas du tout la saison dernière. Et puis si on s'intéresse à la défense, on parle d'arrière, donc des arrières, on veut qu'ils fassent quoi? On veut qu'ils défendent les tirs extérieurs, ce que Garrett Temple fait tout à fait correctement. Et ce que Allen Crabbe faisait aussi tout à fait correctement, donc on retrouve une continuité là-dedans. Et puis on retrouve quelque chose de relativement médiocre sur la défense du pick and roll. Donc pour ce qui est de ce départ d'Allen Crabbe à l'arrivée de Garrett Temple, j'ai envie de dire match nul, statu quo. Si on passe maintenant au tour de contrôle, si on passe maintenant aux intérieurs, vous avez un Ed Davis qui a fait une très belle saison du côté des Nets. Vous avez un Ed Davis qui s'en va, il va renforcer l'équipe du Jazz, et un DeAndre Jordan qui a fait un petit passage express aux Knicks, qui se dit je vais rester à New York, mais de l'autre côté du pont de Brooklyn, je vais m'installer du côté des Nets. Il y a un projet sympa, et du coup on a un DeAndre Jordan qui quelque part dans la hiérarchie de l'équipe arrive un peu en remplacement de Ed Davis. Alors soit il passera titulaire, Allen viendra en sortie de banc, soit les Nets maintiendront Allen titulaire avec DeAndre Jordan en sortie de banc. J'y crois pas trop, il y a souvent une prime vétéran en NBA, donc il faut s'attendre à ce que DeAndre Jordan soit titulaire et qu'on ait Allen en sortie de banc, mais c'est pas du tout problématique parce que les deux vont se partager 22-24 minutes par match, donc pas de souci là-dessus. On retrouve deux joueurs qui effectivement arrivent avec des contributions, des stats avancées, des stats d'impact quasi similaires. On retrouve un DeAndre Jordan un petit peu plus impactant parce qu'un petit peu plus présent en défense et un petit peu plus efficace en attaque. Si on regarde justement l'attaque, on se rend compte que sur le pick and roll, poseur d'écran, on a un DeAndre Jordan qui s'éclate. Évidemment, Lob City, on a tous en tête DeAndre Jordan, Lob City, je pose l'écran, j'ouvre au cercle et j'éclate sur le Harley Hoops, que Ed Davis avait un petit peu de mal à faire. On n'a pas tout à fait le même gabarit, pas tout à fait les mêmes bras tentaculaires pour aller attraper les Harley Hoops en hauteur. On retrouve deux intérieurs qui peuvent finir très très bien en transition dans ce qu'on appelle le trailer, c'est-à-dire de la semi-transition où l'intérieur se présente et puis bam, va claquer son dunk s'il est bien servi dans son élan. Et puis on retrouve sinon des joueurs qui sur les cuts, donc ça c'est les backdoors, et sur les claquettes étaient des claquettes dunk étaient plus ou moins dans la même efficacité, même si Ed Davis faisait en termes de rebond offensif, en termes de claquettes, quelque chose d'un petit peu plus impactant que DeAndre Jordan. Ce qui est surtout important, c'est de regarder l'apport de ces joueurs au rebond offensif, rebond défensif, et on regarde et en regardant les stats, on remarque que Ed Davis faisait un chantier absolument considérable en arrachant 16% de rebond off, 35% de rebond défensif, là où DeAndre Jordan la saison passée a fait du 13-33, donc quasiment les mêmes rendements au rebond qu'un Ed Davis. Ce que DeAndre Jordan pourra apporter, quoi qu'il arrive. On a deux joueurs qui sont des aspirateurs à rebond.
Et ça, les Nets en ont besoin. Donc c'est globalement une bonne nouvelle. Et puis si on regarde la défense, on a un DeAndre Jordan, parce que c'est une tour de contrôle, parce qu'il a des bras tentaculaires, qui sur le pick and roll est un meilleur défenseur, sur le post-up est un meilleur défenseur, et qui, dès lors qu'il est amené à contester des tirs, évidemment, imaginez, vous êtes un petit meneur, vous n'avez rien demandé à personne, il y a DeAndre Jordan qui, du haut de ses 2,60 m, bras levés, peut-être même 2,90 m, bras levés, vient vous contester, évidemment que ça va bien gêner, et défensivement ça s'était très très bien exploité. Donc on a globalement, si on compare les deux intérieurs, on a globalement un DeAndre Jordan qui apporte un petit peu plus en attaque et un petit peu plus en défense qu'un Ed Davis. C'est pas le jour et la nuit, parce que Ed Davis avait fait vraiment une super saison du côté des Nets, mais un petit peu plus d'efficacité tout près du cercle avec DeAndre Jordan. Les Nets en ont besoin, un niveau de rebond un petit peu équivalent, et puis de la défense sur le pick and roll, ça les Nets en ont aussi cruellement besoin, et vous avez effectivement en la matière une arrivée de DeAndre Jordan qui est très 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 intéressant. Parmi les autres chassés croisés, eh bien, on avait Jared Dudley qui est très actif sur Twitter. Abonnez-vous au compte Twitter de Jared Dudley. Il tweet massivement et c'est toujours des anecdotes pertinentes. Donc Dudley qui quitte les Nets pour les Lakers et du coup Wilson Chandler qui lui quitte Los Angeles pour les Nets. Chassé croisé là pour le coup complètement factuel. Deux joueurs qui arrivent effectivement sur des saisons où ils ont plus ou moins eu les mêmes contributions. Vous voyez qu'on est dans quelque chose de tout à fait similaire. Un Dudley qui contribuait d'une manière correcte sur les spot-ups. C'est aussi le cas de Wilson Chandler. Un Chandler un petit peu plus efficace sur la transition, ça c'est très très bien. Les Nets en ont besoin, et puis au-delà du spot-up et de la transition, on est sur des séquences qui sont assez anecdotiques. Donc dans ce que ces deux joueurs faisaient le plus, on a un petit peu plus d'efficacité côté de Chandler, c'est pas non plus flagrant, mais les Nets prennent ce petit gain d'efficacité. On avait un Dudley qui était à 34% à 3 points sur les catch and shoot la saison passée, ce qui est pas top hein. Je m'attendais à plus. On a l'image de Dudley qui est un tireur à 3 points, 34% sur le catch and shoot, c'est pas top. Bah, ça va être gommé parce que Wilson, je vais y arriver, Chandler, lui il apporte du 40%. Donc on retrouve ces joueurs qui sont en capacité d'étirer l'attaque au maximum pour laisser des autoroutes, des intervalles à des Kyrie Irving, à des Levert, à des Durant, à des Dinwiddie. Donc ça c'est très très bien. Et puis en défense, eh bien, on retrouve deux joueurs qui, sur la contestation des tirs, sont en excellence, donc des bons défenseurs des tirs extérieurs et des drives. Et puis sur le pick and roll, on est aussi dans quelque chose qui peut être un petit peu similaire, même si dans les séquences de défense du pick and roll sur le porteur de balle, donc dès lors que Wilson Chandler, qui est un ailier qui joue assez souvent 4, se retrouve à devoir défendre sur des porteurs de balles, sur des arrières, sur des meneurs, là il est mis en difficulté. Et là il est pénalisé, alors que quand il doit défendre sur le joueur qui monte poser l'écran, il est beaucoup plus efficace. Mais on va retrouver beaucoup moins du côté des Nets un Wilson Chandler qui doit défendre sur le porteur de balle sur le pick and roll, qu'on ne le retrouvait du côté des Sixers ou des Clippers. On va avoir un Chandler qui va beaucoup plus jouer sur le poste 4 la saison prochaine. Donc je m'inquiète pas, l'équipe est pas pénalisée, si vous voulez, par sa défense du pick and roll qui était catastrophique la saison passée. Ce qu'il faut regarder sur Chandler, c'est cette défense là, la défense du big defender sur le porteur de balle. Et ça, effectivement, c'est une séquence qui est beaucoup plus intéressante pour les Nets, avec globalement effectivement sur la saison passée un Dudley qui était un meilleur défenseur. Donc Chandler un peu plus efficace en attaque, Dudley un peu plus efficace en défense, à nuancer, mais partons du principe qu'il y a un statu quo sur cet échange-là. Et puis alors, on n'en a pas parlé, vous allez me dire, mais où est Durant ? Bah, quelque part, je me suis demandé qui remplace Durant du côté des Nets. C'est pas évident, parce que Durant, pour le coup, il remplace pas tout à fait quelqu'un qui existait déjà aux Nets.
Autant un meneur All-Star, les Nets l'avaient déjà, et il est remplacé par Kyrie Irving, autant un ailier fort All-Star, All-NBA, MVP des finales, bah les Nets, ils en avaient pas. Donc j'en arrive à la conclusion, qui est complètement erronée, hein, évidemment, mais que quelque part Kevin Durant remplace Randle Hollis Jefferson. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous faire des slides là-dessus? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter des analyses factuelles pour vous expliquer qu'a priori les Nets eh ben, ils vont se renforcer en accueillant Kevin Durant en lieu et place de Hollis Jefferson, qui était même pas titulaire en plus la saison passée. Donc c'est un clin d'œil, hein, c'est une caricature, mais vous aurez compris le raisonnement. Hollis Jefferson qui a fait une saison, on en parlait en préambule, catastrophique, puisque alors qu'il était dans une dynamique de progression, eh bien, dans cette saison 4, il s'est complètement cassé la gueule. Son efficacité sur le terrain a chuté. Il perd pratiquement 10 points de réussite au tir réel et ses stats d'impact, ses stats avancées, qui étaient quasiment arrivés à un niveau de titulaire standard en NBA, eh bien, se sont fortement dégradés. On est passé à -3. Et du coup, les Nets, voyant qu'il y avait une régression sur l'année 4, ont décidé de ne pas garder le joueur. Alors qu'ils auraient pu le garder et que ça ne leur aurait pas coûté très très cher. On fait la décision de ne pas le garder parce que le peu de temps de jeu qui va lui rester, il ne va pas pouvoir se développer. Et si sur ce peu de temps de jeu-là, il n'arrive pas à contribuer à un niveau d'efficacité suffisant en attaque, il va pénaliser l'équipe. Donc ça ne sert à rien de re-signer un joueur qu'on ne va pas faire jouer. Donc laissons-le partir et souhaitons-lui de meilleurs horizons dans une autre équipe de la NBA. Un Hollis Jefferson, on disait qu'il a vécu une saison mais catastrophique en attaque. Il n'y a rien en attaque qu'il n'a fait, ne serait-ce qu'à un niveau moyen. Tout est dans le dernier quart de la NBA en termes d'efficacité. C'est absolument catastrophique. Là où, à contrario, eh bien, il n'y a rien que Kevin Durant, la saison passée, n'ait pas fait en excellence, n'ait pas fait très très bien. À la limite, le seul truc qu'il a mal fait, et encore qu'il a mal fait un 10-63, c'est la transition. On n'a pas été top en transition, il y a pas mal de pertes de balles, mais sinon, on est à contrario dans l'excellence partout. Alors, Hollis Jefferson était un défenseur somme toute intéressant, mais dans la NBA moderne, vous ne pouvez plus être juste un défenseur. Il faut être un défenseur et pouvoir sanctionner à 3 points. Il faut être un 3-and-D. Regardez OKC avec Andre Robertson. Dès que Robertson était sur le terrain, c'est un super défenseur, mais dès qu'il était sur le terrain, OKC attaquait à 4. Et du coup, le défenseur qui prenait Robertson pouvait venir quasiment faire prise à 2 sur Westbrook sans que ça soit tout à fait préjudiciable à la mécanique d'attaque sans que ça soit préjudiciable à la défense, sans qu'il soit sanctionné par un renversement et un 3 points. Donc là, autour de Jefferson, il y avait vraiment une problématique que les Nets ont gommée en ne le conservant pas. Donc on l'a vu, d'une manière générale, les Nets, évidemment, qu'ils réalisent un double coup de force en recrutant Kyrie Irving et Kevin Durant. Kevin Durant, va falloir attendre 1 an pour qu'il rejoigne l'effectif et que cette signature ait vraiment du sens et ait vraiment un impact. Mais il réalise un double coup de maître parce que c'est 2 joueurs majeurs de la NBA. Mais au-delà de ces arrivées-là, eh bien, on a vu que toutes les petites acquisitions permettaient, dans le pire des cas, de faire jeu égal avec ce que les Nets avaient déjà proposé la saison passée. Et dans pas mal de situations, les joueurs de complément permettaient d'apporter des choses en plus qui vont renforcer les Nets, soit en attaque, avec plus d'efficacité sur la transition ou de la réussite sur les catch and shoot, soit en défense, avec des meilleures défenses, notamment du pick and roll, gros péché mignon des Nets la saison prochaine. Donc on a vraiment un été 2019 et une intersaison qui est dans la cohérence côté Nets. On est allé recruter les joueurs dont on avait besoin. Et on a monté une équipe qui est homogène, qui est équilibrée et qui effectivement peut être tout à fait intéressante pour les semaines, les mois et les années de compétition NBA à venir. Alors faisons un petit travail de projection. Sur cette équipe des Nets, en partant du principe que Kevin Durant ne soit pas blessé, et donc que ces Nets étaient au complet et qu'ils auraient pu dérouler une saison 2019-2020 à plein régime.
en partant de ce postulat-là, eh bien, les Nets, avec l'effectif qu'ils ont actuellement, c'est un calcul perso, c'est une recette perso que j'ai déjà utilisée dans les analyses intersaison passées et qui, dans 70-80% des cas, s'est avéré plus ou moins exact. Donc on verra dans un an ce qu'il en est de ces projections, mais en l'état actuel des choses, avec des Nets au complet, eh bien, cette équipe de Brooklyn pourrait prétendre être la 3e, 4e attaque de la NBA. Donc on passe du milieu de tableau à l'élite de la NBA en termes de qualité d'attaque, sans pour autant dégrader les qualités de défense, parce que on va également aller progresser en défense. On va aller progresser en défense en glissant également du milieu de tableau vers la 12e ou la 13e place. Donc on gagne sur les deux tableaux. Ouais, que demander de plus? Ça représente aussi du côté des rebonds, eh bien, une petite progression sur les rebonds défensifs. Mais c'est encore assez faible, des Nets qui seraient 21e sur le rebond. Une équipe des Nets qui arriverait à franchir un cap sur le rebond pourrait vraiment également franchir un cap sur son palier de défense et là peut-être intégrer le top 10 et peut-être commencer à être une équipe calibre contender NBA. C'est toujours délicat de dire je veux prétendre au titre sans être dans le top 10 de la défense en NBA. Et puis au niveau des rebonds offensifs, avec le départ de Ed Davis, on dégrade peut-être un petit peu. Il y a DeAndre Jordan, c'est intéressant, mais quand je fais les projections sur tout le roster, on a peut-être des rebonds offensifs qui vont être un petit peu dégradés. Donc ce qu'on a gagné en défense, on va le perdre en rebond offensif. Et qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, ça pourrait donner une équipe 3-4e attaque et 12-13e défense. Ça pourrait donner 56 victoires, 27 défaites. Ça pourrait donner effectivement une victoire de division, un top 3 dans la conférence Est. Voilà ce que les Nets pourraient réussir à obtenir avec ce roster en l'état actuel des choses, avec un Kevin Durant qui est à 100%. Vous l'aurez compris, on n'en est pas tout à fait là, c'est pas tout à fait la réalité, et on est toujours sur des projections où les jeunes, donc je pense à Levert, je pense à Crooks, ont une progression linéaire. Après, on n'est pas à l'abri qu'on ait un Levert qui explose, qui soit beaucoup plus efficace que prévu, et qui contribue à un succès plus haut que ce qu'on avait projeté. On est toujours sur des postulats d'une progression linéaire calquée sur la production des années passées. Il y a toujours une part d'incertitude, mais en faisant quelque chose d'un peu près rationnel, on pourrait obtenir ça. Alors si on part maintenant sur le scénario réel, sur le scénario où Durant rate toute la saison, je pense que les Nets ne prendront aucun risque à essayer de faire revenir Durant pour un mois de compétition et les playoffs. Ils vont lui mettre une saison blanche dans les jambes, comme les Knicks et les Mavs dans la foulée l'avaient fait pour Porzingis. Et on vise donc du coup 2021-2022 à plein régime du côté des Nets. Donc du coup, avec le roster dont les Nets disposent la saison prochaine, qu'est-ce qu'on peut espérer? Eh bien, on peut espérer être 13e attaque. On peut espérer être 13e attaque, donc effectivement, la non-présence de Durant va donner du temps de jeu à d'autres joueurs qui vont contribuer bien moins efficacement, hein, ça c'est pas compliqué à comprendre, et on arrive à se maintenir à un niveau défensif qui est tout à fait correct entre la 12 et la 13e place, parce que moins de Durant, vous avez plus de Taurean Prince, donc des défenses intéressantes, vous avez peut-être un petit peu plus de Wilson Chandler, vous avez peut-être un Crooks qui peut encore franchir un palier par rapport à la saison passée, donc vous avez une défense qui va rester tout à fait correcte et qui du coup peut permettre à ces Nets eh bien, de faire une saison à 48 victoires, 34 défaites, ce qui serait une petite amélioration par rapport à la saison passée, hein, où ils ont fait 42-40, petite amélioration mais pas révolution. Pas révolution parce que évidemment il manque Durant et que l'upgrade Kyrie Irving ne suffit pas à lui seul pour faire de ces Nets une équipe qui peut régner sur la conférence Est, en tout cas pas sur 2019-2020, mais globalement on continue ce scénario de progression des Nets qui ont fait il y a 3 saisons 20 victoires, il y a 2 saisons 28, l'année dernière 42, qui là pourrait faire 48, peut-être même un petit peu plus, ça dépendra toujours des contributions de Levert, de Crooks, de ces jeunes joueurs qui vont avoir un palier à franchir, qui vont avoir peut-être plus de responsabilités et s'ils répondent présents peuvent vraiment
porter leur équipe. Donc le bilan, vous l'avez compris du côté des Nets, il est plus que positif. Il est plus que positif, on a complètement réussi l'intersaison. Tout le process qu'on avait mis en place de déstockage de tous les contrats massifs, de sortie de crise, de sortie de l'ère Billy King, où on a réassaini les finances, on a réussi avec des pics récupérés à gauche, à droite, à monter un petit noyau dur de joueurs, et bien tout ça a pris forme, et autour de ce noyau dur de jeunes joueurs, on a réussi à greffer 2 joueurs calibre All-Star, All-NBA. C'est le schéma de reconstruction par excellence, c'est le process par excellence. Les Nets, eh bien, sur le papier, l'ont parfaitement réussi. On aura évidemment à cœur de voir si dans la réalité tout ça prend forme et si cette équipe de Brooklyn eh bien, devient une des places fortes de la conférence Est. On a vu quand même, c'est le petit bémol qu'il faut avoir en tête, que Kyrie Irving, il a eu des problèmes avec ses coéquipiers aux Cavs. Il a eu des problèmes avec ses coéquipiers aux Celtics. Il a quelque part dégoûté du basket, vraiment pour caricaturer, des jeunes comme Rozier, comme Tatum, comme Brown, parce que il y avait tous les ballons en attaque, mais il défendait pas et il gueulait sur les autres. Ce à quoi on lui objectait que lui non plus faisait pas particulièrement d'efforts en défense et qu'il méritait lui aussi d'être engueulé, ce que le coach faisait pas. Enfin bref, toutes les histoires de vestiaire. Est-ce que ce schéma-là ne peut pas se reproduire aux Nets? Est-ce qu'un Dinwiddie, est-ce qu'un Levert, est-ce qu'un Joe Harris ne vont pas en avoir marre à un moment d'un Kyrie Irving qui truste la balle en attaque, qui fait pas forcément l'effort en défense, le coach n'ose rien lui dire, et puis la mayonnaise ne prend pas, et on a des Nets qui suivent un peu le schéma des Celtics la saison passée. C'est le petit bémol, ça va être à suivre, parce qu'il y a un historique, il y a un antécédent là-dessus avec Kyrie Irving, d'autant que les Levert, les Joe Harris, ils commencent à réfléchir au contrat, à leur prochain contrat, à leur extension, et que comme Terry Rozier à l'époque, ça le rendait fou de ne pas jouer parce qu'il était en contractière. Est-ce que ça va pas frustrer ces joueurs? Est-ce que ça va pas plomber le vestiaire? Bon, ça fait beaucoup de conditionnels, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais en tout cas, sur le papier, cette équipe des Nets, elle est parfaitement assemblée, elle est parfaitement dans la continuité des succès précédents. On suivra ça de très près. Bon match à tous.